qui m'intéresse, moi, c'est plus la deuxième définition du mot guérison qui est, selon moi, de devenir qui on est. De faire de nos adversités, de nos traumas, de nos blessures, ce terreau pour rayonner notre lumière singulière. Pour moi, la vraie guérison, c'est ça. C'est pas juste la suppression des symptômes. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Trop boire, trop manger, trop aimer, trop travailler, trop d'écran, trop de trauma, trop de coups, trop de tout. En matière d'addiction, on se place toujours du côté du trop. Mais notre invité nous offre une autre perspective. Le traumatisme vient parfois de ce qui n'est pas là. Pas forcément un choc visible, un événement spectaculaire, mais une absence, un regard qui ne vient pas, un geste qui manque, quelque chose qui ne s'est pas passé. Dans son travail, elle revient à quelque chose de fondamental. Nous sommes faits pour le lien, pour donner et recevoir, et quand ce lien est fragilisé, insécure, chaotique, il reste quelque chose en suspens, quelque chose qui cherche. Alors l'enfant s'adapte, compose, il développe des stratégies, des croyances, des façons d'être au monde qui lui permettront de tenir. Et plus tard parfois, ça déborde ailleurs. Dans le corps, dans les relations, dans les comportements. Gwenaëlle Percio parle moins d'addiction que de tout ce qui la crée. Attachement, psychotrauma, vide, dérégulation émotionnelle, répétition transgénérationnelle, dissociation. En réalité, elle parle du cœur du sujet. Parce qu'on ne soigne pas une addiction, on soigne le lien à soi. Alors il sera aujourd'hui question d'espoir, de guérison, de thérapie dite brève, EMDR, EFT, d'état de conscience élargi, de transe, de respiration, de toutes ces expériences qui permettent parfois d'aller là où le mental ne suffit pas. Psychologue, clinicienne, thérapeute, elle a travaillé en psychiatrie adulte avant de fonder son propre organisme de formation. Elle s'est spécialisée dans les blessures d'attachement et le psychotraumatisme avec une approche humaniste, transpersonnelle et intégrative. Elle est aussi l'autrice de plusieurs ouvrages tels que Guérir les blessures d'attachement, Traverser la perte de sens, pour n'en citer que quelques-uns, et aujourd'hui, un nouveau livre et sa première interview sur celui-ci, paraît-il. Un livre plus intime, plus incarné, dans lequel elle raconte aussi son propre chemin et ce travail de transformation. Blessée par le lien, guérie par le lien aux éditions Guy Trédaniel. Gwenaëlle Percio est un esprit libre et aujourd'hui une femme libérée. Ça se lit, ça s'entend, ça se sent et ça va s'entendre. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Rose. Est-ce que je suis juste dans cette introduction pour ta première interview? Est-ce que ça évoque bien le sujet, le cœur? Oui, ça évoque bien le sujet, puis ça me touche beaucoup, surtout. C'est vrai? Ouais, ça... C'est en effet le première interview que je donne sur ce livre qui est très personnel, donc déjà, je suis avec une certaine émotion. Et puis, je trouve ça chouette que tu peux mettre tout de suite au cœur du sujet le manque. Le manque qui est en effet au cœur des addictions, au cœur de la souffrance, donc on va en parler, c'est chouette. Ouais, au cœur de tout, c'est ça. Moi, je t'ai découvert dans le podcast Psychologie pour tous, que j'adore, que j'écoute. C'est passionnant, c'est vraiment comprendre, ressentir. Il est question de dérégulation, d'addiction, de réparation, d'ouverture. Enfin voilà, on est sur un gros, on va dire à 360. Pour commencer simplement, c'est quoi pour toi l'addiction? L'addiction, pour moi, c'est une part de nous qui cherche à réparer. À réparer le manque, à réparer une autre part qui souffre. C'est des histoires de parts, en fait, tout ça. On est un peu comme des poupées russes. À l'intérieur de nous, il y a plein de monde. Et quand on tombe, comme on utilise souvent l'expression dans une addiction, ça dit bien qu'on ne l'a pas décidé, qu'il y a quelque chose qui se fait, c'est qu'il y a une part qui a vraiment soif de quelque chose qu'une autre n'a pas, qu'une autre part n'a pas. Donc c'est une histoire de manque d'amour, c'est une histoire de compensation, c'est une histoire de quête aussi. Il n'y a pas qu'une histoire de souffrance. Moi, je pense dans les addictions, il peut y avoir aussi une quête de transcendance, une quête de lumineux, de connexion, mais qui s'enracine quand même, selon moi, toujours sur un manque. Probablement que parfois, il y a des choses doubles. Ça peut être très subtil, l'addiction. On parle beaucoup en psychologie des traumas, de ce qui a été touché, meurtri. Mais je crois que dans les addictions, il y a aussi une aspiration à plus grand. Et les deux peuvent se combiner, en fait. On le sent bien dans ton livre et c'est toujours ce qui me plaît en ce moment dans les ouvrages qui ouvrent enfin sur cette quête et la spiritualité aussi. Et puis, en plus, toi, dès le début, tu parles
avec ta maman de ce lien quelque part que vous auriez choisi sur d'autres plans. Donc moi, ça me parle évidemment comme si notre âme avait déjà choisi ce lien-là et qu'on est venu aussi le traverser pour apprendre quelque chose, quoi. Et pour définir, vu que je parle de pas mal de choses dans l'introduction, est-ce que tu pourrais nous définir aussi, puisque là c'était merveilleux, l'addiction, je trouve qu'on n'a jamais eu cette définition-là de réparation. Les blessures d'attachement, le psychotrauma. Et puis aussi, comme j'ai dit que tu étais une thérapeute humaniste, transpersonnelle, alors c'est pas rien non plus. Peut-être qu'on pourrait avoir quelques définitions, j'ai dit intégrative aussi parce que ça intègre la psychologie et la spiritualité. Donc, on va dire blessure d'attachement, psychotrauma, humaniste, transpersonnel. Ça fait 4 définitions, on va dire, pour qu'on puisse être clair. Oui, si j'essaye un peu de synthétiser, la psychologie transpersonnelle, c'est une psychologie déjà basée sur les bases de ce qu'on sait depuis longtemps, c'est-à-dire que l'humain, il a un inconscient, il a des choses qui le dépassent, il y a des mouvements psychiques qui viennent de loin, qui viennent souvent donc d'une enfance, mais aussi parfois du transgénérationnel, voire même selon moi du karmique. Et tout ça, ça crée des blessures qu'on appelle aussi parfois trauma selon l'intensité. Et notamment dans ce grand vaste champ des blessures et des traumas, il y a les blessures d'attachement qui sont en lien avec nos figures d'attachement que sont nos parents, la mère en particulier, ça j'y reviendrai. Il y a quelque chose dans le lien mère-enfant qui est quand même particulièrement fort puisqu'on est dans ce ventre pendant 9 mois et puis qu'ensuite c'est une empreinte particulière. Donc ces blessures d'attachement ont beaucoup de poids sur la construction de notre psychologie. Mais il n'y a pas que la relation parent-enfant ou mère-enfant. Il y a aussi des choses qui vont au-delà. Et la psychologie transpersonnelle, qui s'enracine dans une visée en effet humaniste, c'est-à-dire qui met vraiment l'humain au cœur, elle s'intéresse à tous les niveaux de l'être. Donc l'attachement, on va dire que c'est un niveau évident, mais il y a aussi donc tout ce qui va dépasser notre propre histoire, notre biographie, donc le transgénérationnel. Moi, j'y mets aussi le karmique, c'est-à-dire les vies antérieures, si on y adhère. Et si puis voilà, et puis aussi plus vaste, c'est-à-dire notre nature d'être humain dans un collectif, en tant que femme par exemple dans un collectif des femmes, du vivant, et plus vaste encore peut-être ce qui nous dépasse et ce qu'on appelle le mystérieux et le grand univers. Donc c'est la psychologie transpersonnelle, voilà, c'est infini. C'est multicouche. Ouais. Bah comme nous, tout simplement. C'est ça. Tu écris en partant de ta propre histoire familiale. Donc, j'ai noté ce mot qui revient plusieurs fois, des histoires de rendez-vous manqués, comme si, voilà, il y a des liens qui ne s'étaient pas faits. Donc, c'est un lien déjà difficile avec ta maman qui est particulière. Tu vas nous en parler, mais aussi le fait qu'elle soit partie alors que tu étais très jeune et elle-même ayant vécu une histoire particulière avec ses parents. Oui. C'est l'histoire d'un lien défaillant. Le traumatisme vient parfois de ce qui n'est pas là. Donc, on parle beaucoup de ce qui arrive, des chocs physiques, mais beaucoup moins de ce qui manque. Comment est-ce que l'absence, elle peut laisser une empreinte aussi profonde qu'un événement? Oui. Si tu veux revenir sur ta propre histoire. Oui, alors ça, c'est un sujet dont on parle de plus en plus et c'est une bonne chose. C'est ce qu'on appelle les traumas de négligence. Donc ça, c'est le terme qu'on utilise dans ma profession pour désigner ce qui, en effet, a fait traumatisme dans le manque. Parce qu'on a tous en tête que avoir vécu un accident, la maltraitance, des deuils, des contextes aussi parfois difficiles, ça va faire trauma. Mais on oublie que ce qui peut aussi faire trauma, c'est ce qui n'a pas été là. Le regard, la présence, les câlins, l'encouragement, etc. Et on peut être tout autant blessé, même parfois plus, parce qu'il n'a pas été là que ce qui a été là. Un regard absent, par exemple, peut créer des traces énormes dans la psyché de quelqu'un. Et moi, je me suis en effet intéressée depuis longtemps à ce sujet parce que donc, moi, j'ai eu un peu de double trauma. C'est-à-dire que ma mère est décédée quand j'avais 16 ans. Donc ça, c'est un fait. C'est un deuil évidemment traumatique. Trauma que j'ai évidemment identifié dans mon parcours thérapeutique très tôt, c'est évident. Mais ensuite, je me suis rendu compte que je n'avais pas vécu que ça. Que j'avais vécu aussi des traumas de négligence de la part de ma mère et aussi de mon père, même si j'ai plus de mal à parler de mon père, puisqu'il est encore vivant, les liens sont encore assez compliqués avec lui. C'est pour ça que dans ce livre, j'aborde plus les traumas de négligence avec ma mère. Et quand on dit négligence, on ne parle pas forcément de négligence comme on peut l'imaginer. Oui, c'est pas la négligence d'avoir manqué un toit sur la tête, à manger ou des soins primaires. C'est une négligence émotionnelle. Voilà.
C'est une absence de... Dans mon cas, c'était surtout une absence déjà quand même physique, parce que ma mère, elle travaillait beaucoup. Hein, c'était une femme... Tout à l'heure, tu disais que j'étais une femme libre. Ça m'a touchée, parce que je pense que ma mère était une femme libre, hein, profondément libre. Mais cette liberté qui était, je pense, une grande force chez elle, l'a aussi empêchée, je pense, d'être pleinement à cet endroit de mère, hein, avec moi et mes frères. Donc, il y avait déjà une absence physique, hein, parce qu'elle était peu là, hein, même si elle faisait son maximum, je pense. Et puis, il y avait l'absence psychique, hein, parce qu'on peut être là sans être là. Et ça, c'est plus fin encore, tu vois, parce que dans les traumas de négligence, il y a ce qui a manqué, mais il y a aussi parfois une présence, mais une absence de soutien, même j'ai envie de dire énergétique. Et ma mère, c'était quelqu'un qui, de par ses traumas, notamment la relation avec sa propre mère, mais aussi son père, hein, qui était un homme qui avait aussi pas mal souffert, parce que c'est que des histoires de souffrance, évidemment, hein, tout ça qui se répète. Elle était dans des endroits qui l'empêchaient d'être présente avec nous, puisqu'elle était comme encore... moi, je dirais figée dans son passé. Ah oui, c'est ça. Donc, quand tu es figé dans le passé, hein, c'est, en psychologie, on l'explique très bien, ça s'appelle la dissociation. C'est difficile d'être présent à tes enfants. Ça se manifeste comment, en fait, cette dissociation ? La dissociation, c'est ne plus être connecté à soi. Ne plus être dans le présent, ne plus être connecté aux autres, ne plus être connecté au monde, si tu veux. Donc après, il y a des degrés de dissociation. On est tous plus ou moins dissociés. On n'est pas tout le temps hyper présent, c'est évident. Et puis, il y a des moments où quand tu traverses, par exemple, je sais pas, une phase de stress ou de fatigue, tu es peut-être un peu moins présent que d'habitude. Et puis, il y a des moments, quand la vie est adverse, dans le présent, mais aussi parfois quand le passé revient, où là, tu peux vraiment te couper de toi-même. Dans le sens que... et donc des autres, dans le sens que physiquement peut-être tu es là, mais le regard est un peu flottant, par exemple, la réponse tarde à venir si on te pose une question, l'énergie vitale est moins présente. Dans ces moments-là, tu vas être moins encline à je sais pas, à aller faire la fête ou accompagner tes enfants dans leurs devoirs, ou tu vois, des choses parfois hyper banales, parce qu'il y a comme un endroit de toi qui n'est pas complètement là. Donc, où est cette part ? Eh ben, souvent, elle est même... Je pense tout le temps, elle est dans un endroit du passé qui peut être un passé très éloigné. Hein. Moi, je pense que ma mère a vécu des choses difficiles dès son arrivée au monde. Et puis après, il y a des choses très concrètes qu'elle a vécues, qui ont répété les traumas d'origine, qui font que moi, en tout cas, des souvenirs que j'ai, c'était une femme qui était rarement présente, qui était rarement là, qui était souvent, on dit, dissociée, hein, ce mot, pour désigner que une part d'elle était avec nous, hein, quand je dis nous, c'est moi et mes frères, et une autre part était ailleurs. Et c'est moi, dans ce livre, j'écris, je témoigne de tout le cheminement thérapeutique, hein, surtout, qui m'a permis de comprendre, en fait, qu'est-ce qui a créé ça, cet éloignement, ce mur que j'ai toujours senti entre elle et moi. Bon, et puis ensuite, elle est décédée, donc là évidemment, c'est plus un mur, c'est un abysse, hein, parce que la présence physique n'était même plus là, mais... mon parcours thérapeutique m'a permis de comprendre que j'avais souffert pas seulement de son décès, mais aussi de cette demi-absence ou demi-présence de mes 0 à 16 ans, quoi. Alors, on va pas aller creuser justement le pourquoi du comment, parce que c'est dans ce livre et j'invite les auditeurs à le lire, c'est-à-dire par rapport à ce que tu as été chercher, toi, par rapport à pourquoi elle était comme ça. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est déjà toi, en termes de génération, et aussi ces symptômes que très tôt tu as eus. En fait, là, tel que tu expliques la dissociation, j'ai l'impression qu'on l'est tous un peu quelque part. Quand on est dans une addiction, par exemple, en fait, j'ai l'impression que quand on consomme, il y a une part de nous qui se coupe du présent, ça c'est sûr. Il y a une question aussi de vouloir aussi passer le temps. C'est-à-dire que en fait, le présent est trop douloureux. On veut le faire passer. Moi, je disais... si je veux faire passer le temps, c'est que j'ai envie de mourir, en fait. Tu vois, plus tu as envie que ça passe vite, plus tu as envie d'arriver à la fin, en fait. Tu vois, il y avait ce côté-là. Moi, j'avais l'impression que je me dissociais pour que la journée, la soirée, la nuit que je faisais dans les addictions, en fait, finalement, elle soit derrière moi, quoi, vite. Oui, en effet. La dissociation, c'est toujours une fuite. Et l'addiction est une fuite aussi. Hein, les deux se rejoignent.
Donc, dissociation et addiction, fuite. Dans les deux cas, c'est une fuite. Et la dissociation, c'est que tu peux pas être présent à toi-même. Hein. Okay. L'exemple très classique, c'est si tu vis une agression, pour ne pas vivre la douleur, tu te coupes de toi-même. Il y a même des personnes qui disent, qui se sont vues de l'extérieur, que soudainement, ils sentaient plus les coups, etc. Donc, c'est très clair. Tu n'es plus là, tu es ailleurs, tu n'es plus dans ton corps. Et les addictions se mettent en place pour plein de raisons et elles perdurent aussi pour plein de raisons. Souvent, elles vont s'installer d'abord pour fuir, hein, vraiment pour fuir une souffrance sur le moment. Moi, c'était mon cas. Moi, on va dire que j'ai eu 2 grandes addictions. Je le mets au passé parce que vraiment, ça va beaucoup mieux. En tout cas pour la première, la deuxième, c'est en cours. La première, c'est l'alimentation. Le deuxième, c'est l'hyperactivité, le faire, l'agir. Ma première addiction, c'était clairement la nourriture. Ça a été aussi transmis par ma mère, hein, qui avait aussi un problème avec l'alimentation. Hein. Donc, on n'a pas non plus une addiction par hasard. Hein. C'est toujours en fonction de codes culturels, de ce qu'on a pu voir, de ce qui était disponible aussi. Hein. Ça dépend où tu as grandi, etc. Bref. Moi, donc, ça a commencé par l'alimentation assez tôt, à l'adolescence, quand ma mère était déjà malade. Hein. Elle a été malade 2 ans, donc j'avais entre 14 et 16 ans. Où je me suis bien rendu compte que quand je mangeais, quand je grignotais, donc moi c'était plutôt de l'hyperphagie, c'était pas vraiment conscient, c'était vraiment ressenti, mais qu'il y a quelque chose en moi qui sentait moins le vide. Puisque j'étais déjà dans un vide, hein, ces traumas de négligence, je pense que ça a commencé assez tôt dans ma vie. Et puis forcément, quand ma mère a commencé à être malade, elle était encore moins présente, déjà qu'elle n'était pas tant, et puis j'étais inquiète pour elle, etc. Donc il y a beaucoup de raisons pour ressentir une souffrance intérieure. Et grignoter, hein, engouffrer hein, de la nourriture, engloutir. Tu dis engloutir pour ne pas être englouti. Pour ne pas être englouti. Ouais, exactement. Eh bien, ça permettait de fuir ce mal-être. Hein. Le problème des addictions, toutes, c'est que c'est efficace. Ça marche. Et puis certaines sont plus faciles que d'autres. Pour le coup, une addiction à l'alimentation, c'est assez accessible. Donc tu tombes ensuite dans une facilité en fait. Hein, et ça va très vite, surtout quand tu as eu l'exemple. Moi, j'ai eu une mère qui mangeait très rarement avec nous, qui grignotait tout le temps, qui faisait des choses au niveau nutritionnel qui étaient hallucinantes, comme des tartines avec du beurre et du Nutella, par exemple. Puis après, on la voyait pas manger pendant peut-être pas plusieurs jours, j'exagère forcément, ça, c'est ma mémoire qui retraduit le truc, mais c'est l'impression que j'en avais. Je me suis reconnue là-dedans, j'ai eu une phase comme ça. Ouais. Et je pense qu'aussi pour le fait de pas venir à table, ça veut dire que soudainement, moi, la façon que j'ai trouvée, c'est des fois d'avoir envie de manger du sucre à 17h, et puis en fait je me dis bah voilà, ça y est, j'ai mangé quoi. Voilà. Et après moi je me sens bien comme ça, je me dis il y a rien de grave, j'ai pris un goûter quoi. Ouais. Mais je vais pas manger 2 fois, tu vois. Et donc je sais que pour la famille, pour mon fils, c'est genre normal que je mette pas mon assiette à table parfois. Alors que chez mes parents c'était impossible, tu vois, c'est fou. Oui, et tout ça un enfant va baigner en fait avec tout ça. Et moi, donc, j'ai baigné avec ça. Et donc, tu vois, quand j'ai commencé à vraiment ressentir, je pense, la douleur du manque, l'inquiétude pour elle, par rapport à cette mère déjà malade, eh bien, j'ai commencé en effet à engloutir. Et puis ensuite, moi, ce qui a un peu dérapé, c'est qu'après, c'est rajouté l'agir. Et les deux vont bien ensemble. L'agir et l'alimentation, ça va assez bien ensemble parce que... Tu te dépenses ? Oui, alors moi, c'était pas tant dans le sport, mais c'était plus dans l'hyperactivité intellectuelle, à faire beaucoup de choses. Donc, je pouvais faire plein d'activités. Et puis l'alimentation devient une activité parmi d'autres, tu vois. Hein, et les choses s'enchaînent ainsi. C'est-à-dire, comment tu consommais, on va dire, c'est-à-dire que tu avais des pics ou c'était tout au long de la journée, c'était quel type d'aliments ? C'était très erratique. Je pouvais, comme ma mère, ne plus consommer pendant... des moments, je pouvais jeûner en me disant, c'est comme ça que je vais maigrir. Hein, quand tu y arrivais. Donc, tu passais de l'anorexie à l'hyperphagie. Alors non, j'ai jamais fait d'anorexie, moi. Mais je pouvais ne pas consommer, par exemple, me dire, je vais sauter ce repas-là, comme ça, tout ce que j'ai mangé ce matin, ça va annuler. Hein, donc, en gros, tout ce qu'il ne faut pas faire. Quoi. Avec, en effet, une volonté de contrôler cette part de moi qui pouvait manger donc pour aller mieux. Et là, se rajoute, c'est ça qui est compliqué aussi dans les addictions, c'est qu'après se rajoute la culpabilité, évidemment. Donc là, c'est là où les poupées russes dont je parlais tout à l'heure se complexifient. C'est que tu as la part qui souffre,
La part qui mange pour plus souffrir, et puis après, la part qui le culpabilise. Et du coup, elle pas fait seulement consommer. qui culpabilise, souvent qui a aussi honte, parce que la honte est quand même centrale. Et qui, du coup, en effet, peut te faire reconsommer pour ne pas sentir la culpabilité ou la honte. Tu dis, de toute manière, j'ai déjà mangé une plaquette de chocolat, tant que j'y suis, autant manger la deuxième. Et ainsi de suite. Voilà. Et tu parles de gratification narcissique. J'ai entendu parler de ça dans une interview, c'est-à-dire aller trouver la nourriture qu'on n'a pas eue. Oui. C'est ça, c'est un petit peu, en fait, la reconnaissance, c'est trouver le regard. Oui, c'est ça. C'est la reconnaissance. Ça, moi, ça a été aussi, je dirais pas une addiction, mais en tout cas une recherche qui a pu être quand même assez forte à un moment chez moi, d'être enfin vue, en fait, enfin reconnue. Quand on dit gratification narcissique, c'est qu'on reçoit un regard qui va gratifier ce narcissisme qui n'a pas été nourri par les figures d'attachement primaires, c'est les parents. Moi, entre une mère qui était quand même bien loin d'elle, donc bien loin de nous, et puis qui décède tôt, et puis un père qui était à un endroit de souffrance, évidemment, mais qui l'emmenait aussi assez loin de nous, donc un père quand même assez absent. Évidemment que j'étais dans une soif de reconnaissance immense. Ayant un goût pour les études, l'intellect et tout, ça m'a permis quand même de faire des études et de réussir assez vite. Et ça a permis d'avoir un terrain pour répondre à cet endroit-là de reconnaissance. Donc ça, plus un peu une part de moi qui est plutôt belle, pour le coup, qui est dynamique, ça a fait que je me suis lancée à fond dans ma deuxième addiction, qui est l'hyperactivité. Oui, il y a un le travail. Ouais, il y a un chapitre. Très tôt. Tout à fait. Moi, en école de commerce, par exemple, alors que tous mes amis, ils faisaient la fête, ils faisaient des activités plutôt insouciantes quand à 20-22 ans. Quoi. Moi, j'étais déjà à faire des stages à l'autre bout de l'Europe, à aller voir des conférences, à penser à mon plan de carrière, etc. Dans quelque chose qui était motivé derrière par si je réussis, on va enfin me voir, en particulier mon père. Et ça va aussi... tu vois, réparer cet endroit qui parle toujours de la même chose, c'est-à-dire de manque d'amour et de regard. Oui, en fait, l'addiction, elle vient réparer l'attachement défaillant, quoi. J'ai envie de lire un extrait de ton livre, parce que ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a une déculpabilisation un petit peu par rapport aux parents. En fait, on dit que tous les parents du monde sont ainsi des pécheurs au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils ratent leur cible. Ça vient de pécaré. Donc, c'est pas justement quelque chose de mal, mais c'est rater son but, quoi, sa cible. Donc, on veut donner de l'amour, on veut être ceci, mais finalement, on apporte autre chose. L'étymologie de péché vient en effet du latin pécaré, faire un faux pas. Les défaillances banales de tout parent sont des péchés inévitables qui permettent à l'enfant de se structurer psychiquement. Et en vivant le manque et la frustration, l'enfant sort de la fusion, vit diverses émotions et se différencie ainsi de ses parents. Il va construire une personnalité, un moi constitué de frontières entre l'intérieur et l'extérieur et mécanismes de défense. Enfin bref, voilà, ça continue comme ça. Ce qui est chouette, c'est que ça nous dit qu'en fait, c'est utile. Justement, le fait que les parents pêchent et ratent leur cible, ça veut dire que ça va nous permettre finalement d'être confrontés à ces ratés. C'est ça qu'on appelle grandir. Oui, c'est grâce à des parents parfaitement imparfaits qui ratent leur cible à plein de moments qu'on se construit. On se construit, c'est la nature vraiment ontologique de l'être humain. On se construit dans l'adversité, la frustration, le manque. Alors, c'est toujours une histoire de proportion parce que trop d'adversité, évidemment, ça va s'appeler des traumas. Donc, ça va créer ce qu'on a déjà dit, la dissociation à différents degrés. Mais quand même, de la souffrance, et ça peut aller jusqu'à des troubles psychiques. Donc, trop d'adversité, évidemment, c'est problématique. Mais pas assez d'adversité, dans le sens, quelque part, de grandir dans un environnement qui serait un peu trop facile. Parfait, trop facile. Eh bien... ça peut être séduisant en apparence, mais ça va empêcher l'enfant aussi de construire ce qu'on appelle le moi, c'est-à-dire sa petite personnalité, sa couleur. Pas forcément dans l'opposition, le combat, etc., mais dans quelque chose qui a besoin de se différencier. Et s'il n'y a pas de
de rugosité dans la relation avec les parents, comment l'enfant peut forger son petit moi, non ? Est-ce que tu peux juste, parce qu'on l'a pas fait, et je me dis c'est dommage quand même, de juste rappeler les types d'attachement et qu'on sache un peu de quoi on parle aussi là-dessus, parce qu'il y a 3 types, c'est ça, et puis qu'est-ce que ça crée comme personnalité ? Oui, donc en effet, on peut faire le lien avec les styles d'attachement. Donc, les différents types d'attachement qu'on connaît bien quand même depuis pas mal d'années, c'est l'attachement sécure, anxieux, évitant, et puis il y a aussi désorganisé. Donc, il y en a 4. Ouais. Sécure, c'est quand tu as grandi dans un environnement sécurisant, mais sécurisant, ça ne veut pas dire parfait. Ça n'existe pas, en fait. Jésus, a priori, a eu une mère parfaite, dans l'Immaculée Conception, mais ça fait pas grand monde dans l'histoire de l'humanité, on est d'accord. On a tous eu des parents, comme j'ai dit, parfaitement imparfaits. Mais certains ont quand même grandi dans un environnement plutôt stable, plutôt cohérent. Avec de l'amour, tout simplement. Avec de l'amour, de la présence, de l'affection. Des loupés quand même, inévitables. Et comme j'ai dit, structurant. Mais globalement, il y a quelque chose qui était dans une cohérence et dans un soutien. Okay. Ça s'appelle l'attachement sécurisant, qui va permettre d'avoir plutôt une confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance dans le monde. Et c'est ce qu'on souhaite à tous les enfants du monde. Moi, j'ai des enfants. J'espère que je les ai élevés. On y reviendra. Peut-être pas les premières années, ça c'est sûr, mais en tout cas ces dernières années, dans quelque chose qui soit le plus sécurisant possible. Ça, on va en parler parce qu'il y a vraiment un chapitre consacré à la réparation et que c'est ça, la plus grande souffrance, c'est quand l'adulte n'a pas essayé en plus de réparer. Voilà, là c'est donc la moi double aussi, peine. je suis à fond dans la réparation, donc je suis contente. Donc l'attachement sécure, ça concernera une personne sur 2, mais bon, les chiffres sont probablement surestimés. Ouais, sûrement. Et puis, il y a différents styles d'attachement insécure. Donc, globalement, des attachements insécures, c'est quand soit ça a manqué, soit il y a eu du trop, soit c'était un mix des deux. Parfois ça manquait, parfois c'était trop, c'était chaotique, le chaud, le froid, etc. Ouais. Donc, ça, du coup, c'est chaotique, là. Ça, c'est un peu le plus compliqué. Ça fait l'attachement désorganisé, où là, l'enfant, il a du mal à se structurer. Parce que parfois, il a des parents absents, parfois rejetants, parfois, au contraire, très collants, hyper protecteurs, qui lui demandent... des choses comme du réconfort, alors que normalement l'enfant doit être réconforté par son parent et non l'inverse, etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle la parentification. Donc l'attachement désorganisé, c'est le plus compliqué, c'est le plus rare, heureusement. C'est là où c'est le plus chaotique. Et les 2 autres attachements insécures qu'on a, par contre, plus souvent, c'est l'attachement soit évitant, soit anxieux. Donc évitant, comme son nom l'indique, c'est quand l'enfant s'est construit sur des protections basées sur la distanciation. La distanciation de ses émotions et du coup la distanciation dans les relations. Parce que les relations amènent des émotions. Donc pour se protéger de ses propres émotions, on va plutôt éviter les relations. C'est ça ce qu'on appelle l'attachement évitant. Donc globalement, c'est des enfants, puis plus tard des adultes qui sont... en apparence plutôt froids, qui ont du mal à parler d'eux, témoigner leur affection, par exemple, parler de ce qu'ils ressentent, tant de manière positive que négative, etc. Donc, c'est une protection par le recul, par la mise à distance, par la forteresse, un peu. Ça peut même être une sacrée forteresse chez les grands évitants. Et puis, l'attachement anxieux, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est des enfants, et plus tard des adultes, qui vont être... anxieux, mais dans le sens de l'attachement. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin qu'on soit proche d'eux. Qu'on les rassure. Voilà, qu'on les rassure, qu'on soit là, qu'on soit là même physiquement, mais surtout psychologiquement. Donc, qu'on les écoute longuement, qu'on les rassure avec des mots, une présence, des gestes, des déclarations d'amour, des actes, etc. Donc, c'est l'inverse des évitants qui, eux, ont plutôt envie... qu'on les laisse être seuls, même si, en fait, c'est dans le fond, ils souhaitent autre chose, parce qu'on souhaite tous le lien, évidemment. Voilà. Ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les attachements insécures, donc anxieux, évitants et désorganisés, bon, déjà, c'est pas des maladies mentales, évidemment, c'est des façons de faire face à des adversités. C'est des protections, c'est des stratégies. Et lequel de ces types, on va dire, génère le plus un comportement compulsif ? L'attachement désorganisé. Ah oui. Parce que ça crée des personnalités borderline ? Oui, alors borderline, c'est un mot qu'on utilise normalement que en psychiatrie pour désigner des gens qui ont vraiment des comportements excessifs, qui sont très instables, qui sont au niveau affectif, émotionnel, comportemental, etc., très changeants.
très instable, avec des prises de risques, des crises de colère, et puis une grande souffrance de fond, de vide, d'abandon, etc. Mais on peut avoir des traits borderline, sans être forcément vu par un psychiatre, par exemple. Et ça, en effet, c'est l'attachement désorganisé, comme on l'a quand même chez un certain nombre de personnes. Je crois que je ressens ça, moi. Comment ? Je crois que je ressens ce truc-là. Ouais. Oui, mais je sais pas, en fait. Moi, je témoigne dans le livre que mon attachement, je pense, a été longtemps plutôt désorganisé. Ok, oui. Pas franchement, dans le sens que j'ai réussi à me structurer, notamment grâce à mon intellect. Moi, je pense que c'est ça qui m'a permis quand même de me stabiliser et de ne pas aller dans des endroits trop extrêmes. Mais, par exemple, avec l'alimentation, l'hyperactivité, mes rapports amoureux, c'était quand même assez intense. Donc, oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est vrai. Non, mais en plus, là aussi, moi, je me suis reconnue. C'est vraiment des histoires où parfois j'ai l'impression qu'on quitte avant d'être quitté, ce genre on se reconnaît un peu comme ça. Oui. Après, je pense pas avoir eu... L'intensité, elle est au cœur de l'attachement désorganisé, en fait, parce que dans l'attachement désorganisé, c'est là où ça a le plus manqué de stabilité dans l'enfance et l'adolescence. Et c'est là, donc, du coup, où il y a des parts les plus meurtries, on peut vraiment dire ça, le plus seul, le plus intensément blessé par les autres, et surtout par les parents, qui sont quand même nos dieux sur terre quand on est enfant. Donc forcément, ces endroits profonds, même archaïques, parfois dans le sens archaïque, ça veut dire vraiment, c'est dans le fond des entrailles, quoi. Moi, j'ai pu sentir la solitude dans le fond de mes entrailles. Et à partir du moment où c'est si intense, tu vas avoir des comportements qui sont pas modérés, qui sont intenses, qui vont aller, du coup... moi, c'était l'alimentation, c'était pas à demi. Et puis des comportements à risque. Et puis des comportements à risque. J'ai eu des comportements à risque au niveau sexuel, par exemple. Bon, avec quand même toujours un endroit de conscience chez moi qui m'a un peu, je pense, sûrement sauvé la vie, mais quand même. Et ça, c'était des endroits où des parts de moi prenaient en otage tout le reste de mon système psychique et m'amenaient dans des endroits intenses, parce que dans ces moments-là, je me sentais vivre. Ça m'éloignait du néant, du vide, qui est le propre de ces attachements très insécures. Et tu écris aussi qu'un enfant traumatisé devient un adulte traumatisé, qui devient un parent traumatisant. Alors, pas toujours. Pas toujours. Non, je veux dire, voilà, c'est pas une obligation, mais justement, au cœur des traumas, il y a cette non-réparation dont on a parlé. C'est ça la réparation vicariante ? Oui, alors... Ouais. Qu'est-ce que ça implique vraiment réparer quand on sait qu'on a failli, on va dire, pécher, entre guillemets en tant que parent, tu veux dire ? Oui. Oui, alors, bon, déjà, c'est pas déterministe tout ça. C'est pas parce que tu as eu une enfance pourrie, déglingue, que tu seras un parent pas mal, moi, pourri, déglingue, et que tes enfants, c'est ça, et ad aeternam, heureusement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une répétition de blessures, d'insécurité, de tensions, etc. C'est un fait. Mais en même temps, ça peut être le terreau d'une magnifique résilience. Ah ouais. Et c'est ce que j'essaie de témoigner dans mon livre, c'est que moi, notamment grâce à la maternité, j'ai plongé dans ces endroits obscurs qui étaient les miens, qui ont été un peu mis sous le voile de la dissociation pendant longtemps, pour dire les choses plus simplement. Moi, quand je suis devenue mère, j'ai vu mes traumas en pleine tête, quelque part. Donc, c'est ça qui m'a pas amenée chez le psy, parce que ça faisait déjà 10 ans que j'y étais, mais qui m'a fait accélérer mon travail thérapeutique, en tout cas. Et donc, le travail thérapeutique a été pour moi une grande source de résilience, bien sûr, mais mes enfants m'ont permis de résilier. Et c'est ça qu'on appelle la réparation vicariante. Dans le sens que... En ayant des enfants, j'ai en effet plongé dans mes endroits obscurs, notamment d'angoisse, incroyable. Dès que mes enfants sont arrivés, moi, j'avais qu'une peur, c'était qu'ils meurent. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont 18 et 16 ans. Ça va quand même beaucoup mieux à cet endroit-là, mais je sais que c'est ma zone de fragilité. Donc, ça a précipité, si tu veux, mon travail thérapeutique, parce que mes angoisses qui avaient toujours été là, elles ont pris des proportions énormes, en fait. C'est comme si le voile de la dissociation, c'était pour partie levé, parce que la dissociation, c'est utile, ça me permet aussi de pas sentir pleinement. Donc, quelque part, moi, je ne sentais pas pleinement mes angoisses, grâce à la nourriture, l'hyperactivité, etc. Je deviens mère, de par aussi la magie de cette physiologie de la grossesse et de l'accouchement, des accouchements, parce que moi, j'en ai surtout 2. Du deuxième, apparemment. Ouais. Eh bien, il y a quelque chose qui est vraiment remonté à la surface, pleinement, de l'inconscient vers le conscient, et qui m'a obligée, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, à aller travailler encore plus intensivement
À regarder en face. À regarder en face, parce que déjà parce que c'était tellement dévorant ces angoisses que c'était une question de survie, et aussi parce que j'avais ces petits êtres, et j'étais aussi psychologue, donc ça, je pense que ça m'a aidée, et j'avais aucune envie de leur passer ce fardeau, quoi. C'est ça la réparation vicariante, oui, c'est quand c'est d'aller quand tu es emmené par un autre. D'accord. Donc ça peut être un enfant, mais ça peut être un couple aussi. Bien sûr. Et ça peut être même une cause, tu vois. Beaucoup d'endroits sont des terreaux de réparation dans notre vie. Heureusement, on n'a pas que à être mère et en tant que couple pour aller mieux. Mais la maternité ou la parentalité, pour inclure évidemment les hommes aussi, et le couple, pour moi, c'est les 2 plus grands cadeaux dans la vie pour réparer là où on a été meurtri. Ouais. Parce que c'est les endroits les plus intimes en termes émotionnels. J'ai vécu aussi ça à l'arrivée de mon fils, mais bon... D'abord, tu plonges et après, tu remontes. C'est un peu ça. Et parfois, la remontée, elle est longue, pas simple, tu rechutes, etc. Mais quand cette réparation, elle n'a pas lieu, justement, aussi, il y a le lien, en fait, vu que c'est quand même le sujet du livre, le lien thérapeutique, tu en parles beaucoup, et ça, on en parle aussi beaucoup dans Contradiction, tout ce qui est justement thérapie humaniste, centrée sur le lien avec la congruence, les gestalt thérapeutes, les rogériens, enfin, on a reçu beaucoup de monde. Et en effet... ça, c'est le lien thérapeutique qui peut venir rejouer la chose aussi. Toi, on l'a vu avec Madame R. Oui. Moi, dans mes relations thérapeutiques fortes, donc je témoigne de 2 en particulier dans mon livre. Une qui a été ce qu'on appelle un transfert négatif, où j'ai replongé vraiment bien comme il faut, j'ai envie de dire, dans mes traumas d'attachement bien insécure avec ma mère. En fait, c'était ma première psychanalyse qui était d'une froideur absolument glaçante, comme était à certains endroits ma mère. Et quand tu investis un lien thérapeutique, et c'est vraiment le but, c'est d'investir ce lien, eh bien, se rejouent ces patterns d'attachement aux parents. C'est la base de la psychanalyse. Donc moi, d'abord, je l'ai vécu de manière... alors, pas négative tout de suite, évidemment, mais au début, je me sentais quand même assez... relativement quand même écoutée, etc. Mais... très vite, la manière de travailler de cette psychanalyse, qui était une lacanienne, et aussi surtout sa personnalité, ont fait que j'ai revécu ces moments de vide que j'avais vécu maintes fois avec ma mère. Et c'était positif dans le sens que j'étais à un endroit de ma vie où je pense que je pouvais attirer que ce type de thérapeute. Parce que je pense que je rayonnais l'absence, la souffrance tellement fort que... je suis tombée, non pas par hasard, mais par congruence sur une thérapeute qui m'a fait rejouer ça. Et ça a duré quand même 2 ans. Mais l'univers m'a aidée puisque j'ai déménagé, quitté Paris pour aller en province, et donc j'ai quitté cette psychanalyste. Sinon, je pense que je serais restée encore un bout de temps avec elle. Et ensuite, j'ai vécu ce qu'on appelle un transfert positif. Et un transfère positif, c'est quand... ici, à l'inverse de cette mère glaçante, froide, absente, j'ai eu une bonne mère, une mère suffisamment bonne, comme dit Winnicott. Alors, à nouveau, pas parfaite, heureusement, mais qui m'a fait vivre, là, pour le coup, la permanence du lien, l'écoute, le soutien, une forme d'amour qui tend plutôt vers l'agapé, si on prend la définition de l'amour selon les Grecs. Voilà, qui tend vers ça. Et ça m'a réparé. Voilà, tu fais le lien avec ce que je voulais atteindre aussi, c'est qu'en même temps, il y a un moment où la psychanalyse ne suffit plus, peut-être aussi. En tout cas, il y a beaucoup de personnes comme moi et voilà, de cette génération-là aujourd'hui qui avons fait ça et qui, à un moment donné, on a plus très envie de ça. Voilà. Et donc là où finalement, tu te tournes vers d'autres formes de thérapie, tels que le MDR et le FT, si tu veux peut-être nous les expliquer. Tu compares ça à un détecteur de métaux qui va chercher sous le sable. Donc en fait, qu'est-ce que ça change de descendre dans le corps pour aller chercher les mémoires enfouies? Parce que oui, en effet, moi, le transfert positif, ça, je pense que c'est plus que l'analyse et la thérapie, c'est le lien avec le thérapeute. Voilà. C'est évidemment le lien. Mais le MDR, EFT, c'est pas la même chose. Non, là, c'est des thérapies qui sont psychocorporelles. Parce qu'à un moment, le verbal ne suffit pas. Bon, souvent, on commence par là. Moi, je suis quand même un bon exemple. Plusieurs psychanalyses, thérapie analytique, etc. Parce que j'étais à un moment de ma vie où on m'aurait dit va tapoter sur des points d'acupuncture ou faire des mouvements bizarres avec les yeux parce que tu vas voir, ça va ouvrir les portes de ta psyché et ton corps va parler. Je me serais enfuie en courant, franchement. Mais à un moment, après à peu près quand même peut-être 10 ans de travail plutôt analytique,
j'étais dans une impasse. C'est à ce moment-là que je deviens mère, en fait. Donc, c'est vers 30 ans. Parce que moi, j'ai démarré la thérapie, j'avais 21 ans. Donc, 10 ans de thérapie qui m'a quand même aidée à beaucoup d'endroits. Faut pas du tout nier tout ça. Mais quand je deviens maman, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, le fond du fond remonte. Donc, quelque part, les 10 premières années, ça m'avait aidé à me structurer, à pas non plus complètement glisser, par exemple, dans des addictions graves, à avancer dans ma vie professionnelle, Et les TCA à ce moment-là, comment tu les gères? Comment ça a disparu? Les TCA, ça a duré jusqu'à ce que je devienne maman, à peu près. Là aussi, ça m'a guérie de devenir mère. Parce que je me suis sentie pleine, nourrie, en fait. Il y a pas mal de femmes, pas toutes, mais qui témoignent de ça. Moi, j'ai eu ça, mais voilà. Sauf que quand j'ai accouché, c'était fini. Ah. J'ai eu ça 9 mois. Ouais. Moi, 9 mois de répit. Oui. Alors moi, j'ai vécu les 9 mois de répit. Pour ma première grossesse, c'était juste incroyable. J'avais plus besoin de manger pour me sentir pleine. Waouh. Mais j'ai eu la chance que ça dure plus tôt. Donc, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui a décroché au niveau de mes compulsions alimentaires quand même quand je suis devenue mère. Attends, on était dans le Et par contre, dans le FT, mais est-ce que... Je reprends le fil. Et donc, quand je deviens mère, je me prends par contre... J'ai peut-être moins de compulsions alimentaires, mais mes angoisses sont massives. Et là, comment faire avec ça? L'analyse verbale ne suffit pas. Au début, je me souviens, je redémarre une analyse, mais en fait, j'arrête assez vite. Au même moment, donc, vu que je deviens psy, je découvre d'autres formes de thérapie, et notamment l'EFT. Moi, c'est l'EFT qui m'a beaucoup aidée, le MDR aussi, mais... Tu peux donner les... Alors, l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. On tapote sur des points d'acupuncture, voilà. Et le MDR, alors en anglais, je ne sais plus le dire, mais c'est... Eye movement, je ne sais pas quoi. Voilà, desensitization, je ne sais plus quoi, retroprocessing, bref, je le dis mal. Oui, c'est mais ça. Ouais. C'est reproduire le mouvement de REM du rêve. Oui, c'est ça. Et donc, c'est basé sur ce qu'on appelle les stimulations bilatérales alternées. Donc, c'est les mouvements des yeux qui permettent d'ouvrir quelque chose à l'intérieur de nous. Ça, c'est mystérieux quand même. Mais ça marche. Et il y a des preuves, on va dire. Est-ce que c'est... Ouais. Oui. EFT comme MDR, c'est quand même assez, comment on dit, evidence-based, maintenant basé sur pas mal de preuves. Donc, grâce à un lien de sécurité, je peux faire ces exercices, entre guillemets, donc pour moi, c'était surtout l'EFT, qui me permettent, parce que c'est aussi des bonnes techniques qui sont efficaces mécaniquement, mais sans lien, ça ne marche pas. Ah ouais. Et qui me permettent d'aller voir ces endroits que j'avais refoulés depuis presque 15 ans, en lien avec le décès de ma mère et puis tout ce qui a précédé avant. Et c'est là où, moi je dis souvent que j'ai plusieurs révolutions dans mon chemin thérapeutique, mais une des révolutions majeures, c'est ça, c'est le psychocorporel. C'est d'aller à l'intérieur de moi grâce à ces outils. Alors, il y a le fait d'aller à l'intérieur de soi, donc descendre dans le corps, et il y a le fait aussi d'ouvrir une conscience, enfin d'avoir des états de conscience élargis, c'est pas la même chose. Moi, j'adore cette phrase d'Einstein que tu cites aussi. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Donc, c'est pas, par exemple, on va dire, quand le mental crée un problème, c'est pas lui qui va le résoudre, quoi, en gros. C'est ça. C'est pour ça que, par exemple, des croyances limitantes, et on en a tous, tu peux pas les résoudre juste en les remettant en question cognitivement. On a cru ça à un moment. Parce qu'on va dire, oui, je sais, j'ai compris, je sais. Bien sûr, je sais pourquoi je fais ça. C'est parce que ma mère, mon père, il y a plein de choses que je sais et ça ne change rien. Exactement. Donc, c'est là où il faut descendre plus bas. Et pour moi, il y a deux donc descentes. C'est plus bas ou plus haut? C'est ça que je comprends pas. Ça dépend dans quel sens tu le prends. Mais en tout cas, il y a deux autres endroits où aller, on va dire, si on résume. C'est ça. Pour moi, il y a l'endroit du corps. Donc, c'est passé du mental au corps. Le corps, le cerveau, tu vas me dire, c'est dans le corps. Mais quand je parle du corps, c'est vraiment les entrailles. Moi, j'aime beaucoup ce mot qu'on a beaucoup dans les évangiles. Je trouve que c'est tellement fort parce que c'est vraiment le fond de notre être. C'est notre ventre, c'est le cerveau émotionnel. Et puis, c'est le cœur aussi. C'est ces deux endroits qui palpitent, qui vibrent et où s'enquistent nos traumas. Donc, descendre du mental aux entrailles et au cœur, c'est déjà le premier mouvement que tu peux pas faire au début quand tu es trop traumatisé. C'est juste pas possible. C'est pour ça que beaucoup de gens ont besoin, comme moi, de passer par l'analyse et c'est très utile. Mais à un moment, de toute manière, comme tu l'as dit, tu es dans l'impasse, tu es face à un mur. Moi, je voyais bien, j'avais déjà bien compris, 10 ans d'analyse quand même, d'où venait oui, parce qu'on descend dans le corps, on danse, on fait du yoga, on fait de l'EFT, de MDR. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, à un moment, tu traverses. Tu descends et tu traverses.
Parfois, des personnes qui connaissent pas ça, ils disent oui, mais ça sert à quoi d'aller voir tes traumas? Ça sert à quoi de pleurer? Ça sert à quoi de hurler? Ça sert à traverser un endroit qui avant était intraversable. Ouais. Parce que le mental avait mis des protections. En gros, il avait dit no passaran, quoi. C'est pas possible, là, moi, si t'y vas, je meurs. Hein, donc, on n'y va pas. Donc, c'est un peu le deal. Moi, c'était le deal pendant 10 ans avec mon mental. Mais à un moment, mes enfants arrivent, là, Dijon quand même à certains endroits. Enfin, à des moments, je me dis, mais mon Dieu, je vais y rester, hein, ou dans la folie, sûrement. Donc là, ça m'emmène à des endroits vraiment émotionnels, des endroits viscéraux, des endroits archaïques, etc. Pour les traverser, pas juste pour y rester. Et c'est là où si tu n'as pas un accompagnant à côté de toi, et c'est là où on en revient à l'importance du lien thérapeutique, c'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Hein, le mental, il va bloquer. C'est pour ça que en thérapie, moi je dis souvent, il faut d'abord qu'il y ait un match entre thérapeute et patient pour qu'ensuite, peu à peu, se fasse le travail. Donc ça, c'est le premier niveau de descente. Et ensuite, il y a moi ce que j'appellerais le deuxième niveau, c'est de changer d'état de conscience encore plus, parce que là, il y a déjà un changement d'état de conscience. Hein. Tu parles On n'est plus dans du le mental à l'émotionnel, c'est déjà énorme. Et selon moi, ma vision du monde, ensuite, il y a encore un autre niveau qui est un niveau que je qualifierais plus de spirituel. Hein. C'est que, selon ma vision, on n'est pas que un cerveau qui pense, un corps qui ressent, on est aussi une âme qui vibre, hein, sur un plan beaucoup plus subtil, où s'enquistent aussi des mémoires. Hein. C'est là où, en psychotranspersonnel, on s'appuie quand même sur beaucoup d'écrits d'auteurs, etc., qui ont réfléchi à tout ça, mais surtout qui ont ressenti tout ça. Et moi, c'est là où le travail, ensuite, après les thérapies psychocorporelles, est allé sur les états de transe, hein, les états de conscience élargie, notamment avec la transdanse, le chamanisme, la respiration anthropique et les psychédéliques, pour aller dans des endroits qui sont là encore plus subtils, dans lesquels résident certes encore des endroits traumatiques, mais aussi la lumière. Parce qu'à un moment, et ça j'espère le transmettre dans le livre, on n'est pas que des êtres voués à aller... déjà à souffrir, à répéter, à faire du travail sur soi, quelle que soit la forme, pour se guérir. On est là aussi pour croître et être qui on est depuis toujours, comme dirait Jung. Et ça, c'est les parts de lumière. Ces parts de lumière, on ne peut pas les atteindre quand c'est encore truffé de trauma. C'est pour ça que toutes les étapes précédentes sont hyper importantes. Et oui, c'est ça. C'est parfois, on veut brûler les étapes. Voilà. Moi, j'ai pu faire des cérémonies d'ayahuasca sans avoir été traverser des endroits où il fallait aller. Tu dis, j'espère que je le transmets bien dans mon livre. Oui, parce que tu parles beaucoup d'intégration et de transformation. La transformation, c'est bien, voilà, on visualise bien un état, passer à un autre état quand même. C'est pas juste j'ai changé. Et là, on se rend compte que les blessures peuvent devenir autre chose que des blessures dans ce livre. On comprend que c'est des clés, des portes en fait, et des endroits à partir desquels on peut enfin évoluer et puis du coup finalement évoluer soi pour tendre la main aussi. Donc je veux dire, j'ai l'impression aussi que dans la préface de Marie-Odile Aurifard, exactement, elle dit on enseigne mieux ce que l'on a à apprendre. Oui. Donc moi je sais que c'est ce que je fais ici, c'est que souvent je me rends compte que quand je dis quelque chose à quelqu'un dans ma vie ou dans le podcast ou que je conseille un truc, en fait, je suis en train de me parler à moi aussi, quoi. Je suis en train d'enseigner quelque chose que moi, je devrais appliquer aussi. Et c'est ce que je fais dans mes livres. C'est vraiment ce que je fais dans mes transmissions, c'est ce que je fais quand j'accompagne des gens en stage. Oui, et donc tu le dis très bien, en fait, que ces blessures, elles sont ces portes pour aller où? Pour aller vers notre nature profonde, notre nature qui est lumineuse. Hein. Mais pour que cette lumière rayonne, ça se fait pas comme ça. En fait, ça nous est pas donné comme ça. Hein. Moi, j'ai vraiment cette conviction que la vie, hein, l'incarnation dans laquelle on arrive à une telle époque, dans une telle famille, vivre tel trauma, adversité, mais aussi facilité, hein, c'est pour nous emmener à un endroit où on a à faire ce qu'on a à faire. Hein, et c'est ça la lumière. Mais pour arriver là, et c'est un long chemin, on est tous en chemin. Y croire aussi, dans le sens où moi, je suis totalement d'accord. Et ça a donné du sens à ma vie. Mais parfois, je me questionne et je me dis, mais en fait, est-ce que je me suis pas aussi fourvoyée? Enfin, je me suis rassurée aussi de me dire que la lumière est toujours là, qu'il tient qu'à moi d'y retourner, qu'on est là pour évoluer. Et puis, il y en a qui vont nous dire, mais enfin, il n'y a pas de sens à rien, en fait. Oui.
Donc, et ils auraient raison aussi parce qu'il n'y a pas plus de preuves de l'un que de l'autre non plus. Tu vois ce que je veux te dire? C'est encore une histoire de croyance. De croyance et de vision du monde, absolument. Mais moi, je trouve ça merveilleux. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'addicts qui se rétablissent en ayant trouvé le lien de spiritualité. Et d'ailleurs, les groupes parlent beaucoup de spiritualité. Oui. Et moi, ça a été ma porte d'entrée. Je pense que sans les addictions, je n'y aurais pas été. Hein. Oui, moi, sans spiritualité, je ne serais pas là où j'en suis, c'est sûr. Mais même temps... sans les problématiques non plus, du coup. Exactement. Et ce qu'il faut dire peut-être aussi, c'est que le problème aussi des addictions, donc de la dissociation qui sous-tend les addictions, c'est que parfois on est tellement coupé de soi, on est tellement dissocié que cet endroit de mise en sens qu'est la spiritualité, qui nous est donné, moi je pense que c'est aussi un don, vraiment, eh bien parfois on a beaucoup de mal à y accéder. Et pour avoir travaillé en psychiatrie avec des personnes avec des histoires absolument atroces, je sais qu'il y a des personnes qui, pour l'instant, n'arrivent pas à ouvrir à cet endroit-là parce que c'est tellement fermé. Et c'est tellement fermé parce que ça a dû se fermer fort, sinon ils en mourraient. Donc ils sont dans une forme de survie qui est extrêmement triste de l'extérieur, mais qui, on pourrait peut-être dire aussi que c'est pour l'instant une mise en salle d'attente de la vie. Et moi, je garde espoir... vraiment pour tous ces gens avec qui j'ai travaillé, ceux que je peux encore croiser parfois, qu'à un moment, ça puisse s'ouvrir. Parce que, en fait, quand on parle de spiritualité, sur ces grands thèmes des addictions, c'est toujours un peu tricky parce que je sais bien que des gens vont dire « Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais moi, je sens rien, je crois en rien. La vie, c'est juste bullshit et c'est l'histoire de ma vie. Et comment je fais quand moi, je vois pas la lumière? C'est complètement abstrait. » Quand j'entends ça, j'ai beaucoup de compassion, mais sincère, parce que pour avoir travaillé avec des personnes qui étaient coincées à ces endroits-là, je sais que c'est vraiment une immense souffrance et que tu ne décides pas à un moment juste de voir la lumière. Et c'est là où moi, en tant que thérapeute, je vais vraiment mettre mon cœur et ma prière pour qu'il y ait quelque chose qui puisse s'ouvrir à cet endroit-là. Parce que je sais que ça peut s'ouvrir. Parce que j'ai vu aussi des gens qui étaient fermés longtemps, et où ça s'est ouvert. Oui, mais je comprends aussi qu'on se dise, je vois pas le rapport entre la foi et... Tu vois, je comprends parfaitement. Mais en tout cas, déjà, on donne des clés, des certaines thérapies, que ce soit maintenant, j'ai parlé avec le professeur Amine Benyamina qui me dit qu'ils ont obtenu des millions là pour faire enfin des vraies études cliniques sur les psychédéliques. Donc, ça va sur l'addiction. Donc, ça commence, ils commencent à trouver des médicaments, des choses, des traitements accompagnés donc avec des thérapeutes, avec des psychédéliques, des drogues antéogènes quand même, parce qu'eux, ils ne le disent pas, mais nous, on le sait. C'est des drogues pour trouver Dieu en soi. Ça s'appelle des drogues antéogènes. Donc, c'est en train de s'ouvrir, mais ne serait-ce que en allant voir des thérapeutes aujourd'hui qui sont ouverts à l'invisible. On a reçu donc Evelyne Joss. Il y a des choses comme ça, soudainement, qui vont s'ouvrir, tout en restant dans un travail thérapeutique. Je trouve ça hyper intéressant. Et pour finir, moi, c'est hyper intéressant aussi, c'est que dans des interviews, je t'ai entendu parler du mot de guérison. Moi, c'est un sujet qui me passionne dans les addictions, parce que parfois, je me dis guérie, parfois, je me dis je ne serai jamais guérie. C'est un truc qui est work in progress chez moi. Et donc, est-ce que des troubles de l'attachement, des traumas, enfin l'attachement traumatique, les traumas, l'addiction, en allant vers cette lumière, donc en ouvrant des états de conscience, en descendant dans le corps, enfin tout ce qu'on a vu, est-ce que d'après toi, c'est possible de guérir? J'ai envie de dire doublement oui, parce que pour moi, il y a deux sens au mot guérison. Le premier, c'est la définition classique médicale, c'est qu'il n'y a plus de symptômes. Donc, il n'y a plus de consommation, il n'y a plus de comportement addictif, etc. Donc ça, bien sûr que ça existe. Alors, ça dépend le type d'addiction dont on parle. C'est un chemin qui peut être très long, mais bien sûr que ça existe. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est plus la deuxième définition du mot guérison, qui est, selon moi, de devenir qui on est. De faire de nos adversités, de nos traumas, de nos blessures, ce terreau pour rayonner notre lumière singulière. Pour moi, la vraie guérison, c'est ça. C'est pas juste la suppression des symptômes. Parce que arrêter de manger compulsivement, ce qui était mon cas, ça fait quand même un bout de temps que je suis guérie de ça. J'ai témoigné que mes enfants m'ont beaucoup aidé à ça, à la thérapie. Mais une fois que j'ai eu arrêté mes compulsions alimentaires, j'étais pas guérie pour moi. Parce que
Et je le suis pas encore complètement. Hein. Et dans ce cas-là, rares sont les personnes qui le sont vraiment, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que peut-être les rares éveillés sont totalement guéris de la condition humaine. Mais en tout cas, personnellement, moi, j'ai le sentiment de cheminer vers cette guérison, cette deuxième guérison, qui est d'être de plus en plus proche de ce que j'ai à être ici dans cette incarnation. C'est-à-dire une femme qui, en prenant soin d'elle pendant longtemps à travers les épreuves, là, a aussi parallèlement pris soin des autres. Oui. Hein, que ce soit mes enfants, mes patients, mes proches. Et je crois que c'est ce que je suis au fond de moi. Et j'ai l'impression de m'approcher de plus en plus de ça. Donc oui, je crois que c'est doublement possible de guérir. Mais tu l'as bien dit, en effet, il y a deux types de guérison, je connais les deux. Et ça va, ça vient aussi, c'est très mouvant quand même, hein, c'est l'impermanence. Donc des moments, il y a cette lumière, des fois, on la voit plus, on la recherche. L'équilibre, ça se cherche toute la vie, hein. C'est un film, donc... Et cette instabilité, ces errances, c'est aussi le cadeau de l'humilité, en fait. Hein, oui, moi, souvent, c'est ça. Quand soudainement, je chute dans l'ombre, et ben, ça vient m'apprendre l'humilité parce que je me dis, j'étais en train de donner des leçons de vie à tout le monde. Exactement. Ouais. Et ça remet l'ego à sa place, comme on dit. Et ça, c'est un long, long chemin. Ouais. Mais c'est, en tout cas, moi, je pense que par rapport à ce que je disais dans l'introduction, qui est vraiment guérir le lien à soi. Et je crois que pour moi, c'est ça, la vraie guérison, quoi. Guérir ce lien à cette part-là lumineuse, quoi. Oui. Voilà. Ben, merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci, Rose. Merci pour ce livre, vraiment. Et, je le conseille, je le suggère, parce qu'on a tous quelque chose à apprendre. Blessé par le lien, guéri par le lien. Gwenaëlle Percieux aux éditions Guitra Daniel. Merci beaucoup. Merci encore, Rose. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. La prise de son, la réalisation et le montage de cet épisode ont été assurés avec finesse, talent et sensibilité par Marjorie Murphy, Open Mic Podcast. Pour plus de contenu autour de cet épisode et découvrir d'autres thématiques, rendez-vous sur le site de Contradiction, contre-addiction.fr et les réseaux sociaux de Contradiction.